Il y a une tension unique juste avant les grands matchs de foot. Et encore plus quand c'est une affiche de prestige comme Sénégal-Brésil. Ah oui, même si c'est un amical, l'enjeu dépasse complètement le terrain. C'est une question de fierté, de message. Exactement. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler tactique. On va plutôt plonger dans une situation de coulisses qui est un vrai casse-tête de management sportif. C'est le cas de l'attaquant sénégalais Assane Diao. Sa convocation alors qu'il est blessé, ça a fait tiquer pas mal de monde. On va s'appuyer sur un article qui titre justement « Forfait probable d'Assane Diao contre le Brésil ». Et c'est un cas d'école parfait, vraiment. On a un jeune joueur, une blessure qui tombe mal, un match de gala, et au milieu de tout ça, un sélectionneur dont la décision est, disons-le, publiquement remise en question. C'est exactement ça. C'est le genre de situation où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait. Juste des choix avec des conséquences. Voilà. L'idée ici, ce n'est pas juste de rapporter une info, c'est de décortiquer les logiques qui s'affrontent derrière ce simple fait. Comprendre pourquoi un détail, en apparence, devient un vrai sujet de débat. On va essayer de regarder ça sous tous les angles. Celui du coach, celui du joueur, et puis l'efficacité de l'équipe, tout simplement. Parfait. Alors, pour que tout soit clair, posons d'abord les faits. Oui. Assane Diao, attaquant qui joue à Côme en Italie, il est bien avec les Lions du Sénégal pour préparer le match. Il est là physiquement. Sauf que, et c'est là que ça coince, à 48 heures du match, il s'entraîne toujours à part, en individuel. Et le détail qui change tout, c'est que c'est pas la première fois. La source précise bien que c'est sa 4e séance d'entraînement consécutive à l'écart du groupe. 4e. Oui, 4e. Donc là, on n'est plus dans la petite précaution. C'est une situation qui est installée. Il est là, mais il ne fait pas partie du collectif, quoi. La raison officielle, on la connaît, il sort de blessure, il est en phase de remise en forme. Voilà. Du coup, la conséquence, c'est que son forfait est jugé, quasi certain. Et pour ne rien arranger, ça s'ajoute au forfait déjà confirmé d'un autre attaquant, Habib Diallo. Donc l'attaque est déjà affaiblie. Objectivement, oui. Avant même le coup d'envoi. Bon, le décor est planté, une équipe qui prépare un match de prestige, déjà privée d'un joueur, et qui en a un autre qui est là, mais... qui ne peut pas travailler avec les autres. Forcément, ça interroge. Bien sûr. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'article ne se contente pas de constater. Il pointe du doigt la décision du sélectionneur, Pape Thiaw. La question posée est très directe, c'est presque une critique. Je cite, en gros, « difficile de comprendre la logique de Pape Thiaw ». C'est frontal. Pourquoi faire venir Assane Diao alors qu'il sort à peine d'une blessure et qu'il n'est clairement pas au niveau physique attendu? La question est là. C'est la lecture la plus évidente et elle est tout à fait légitime. Vu de l'extérieur, on se dit « mais à quoi bon ? Mobiliser un joueur, lui faire un long voyage, s'il ne peut même pas s'entraîner ?» On pense gaspillage, frustration. Exactement. Mais si on essayait de se mettre une minute à la place du sélectionneur... Ah, c'est une approche intéressante. Quelle pourrait être la logique cachée alors? Il pourrait y en avoir plusieurs. La première, ce serait une logique de management humain, sur le long terme. C'est-à-dire? Pape Thiaw a peut-être voulu lui envoyer un message fort du genre « Même blessé, tu fais partie de la famille, ta place est avec nous. On veut que tu t'imprègnes de l'ambiance, de la vie du groupe, même si tu ne joues pas. » Pour un jeune, ça peut être un énorme boost de confiance. Se sentir désiré par son sélectionneur, à ce point. Voilà. C'est un investissement sur l'avenir, en fait. On sacrifie un peu le présent pour construire le futur. Mais c'est un pari risqué, non? Parce que l'effet inverse est tout aussi possible. Absolument. Le joueur peut se sentir inutile. Le voir courir seul pendant que les autres jouent, ça peut être très démoralisant. C'est une stratégie à double tranchant, c'est clair. Une autre hypothèse, peut-être plus pragmatique, ce serait le pari médical. Qu'il pensait pouvoir le remettre sur pied plus vite? Peut-être que le staff de la sélection s'est dit, un peu trop optimiste, on va accélérer sa rééducation et qui sait, il sera peut-être sur le banc. Dans le sport de haut niveau, on flirte toujours avec ces limites-là. Parfois ça passe et parfois ça casse. Ce qui expliquerait la conclusion un peu amère de l'article, qui parle d'un aller et retour inutile. Exactement. C'est comme si on actait l'échec de ce pari, en fait. L'expression « aller et retour inutile », elle est très forte. Elle suggère que non seulement l'objectif sportif n'est pas atteint, mais que ce voyage a peut-être même été préjudiciable. Inutile pour l'équipe. Et potentiellement inutile, voire contre-productif pour le joueur lui-même. Et revenons à lui, au joueur. Parce que c'est peut-être ça, l'angle mort de ces décisions. La source insiste sur le fait que c'est un jeune joueur. Et qu'il a besoin de deux choses, confiance et rythme. Exactement. Et cette situation, elle semble aller à l'encontre des deux. Ah complètement.
Le rythme, c'est impossible de le retrouver en faisant des tours de terrain. Le rythme, c'est les automatismes, les duels, le timing. Le ballon. Le ballon, oui. En s'entraînant seul, il maintient sa condition physique, il ne retrouve pas son football. Et pour la confiance, c'est encore plus ambigu. Comment ça? D'un côté, on lui dit « on compte sur toi ». Mais de l'autre, chaque jour, il voit bien qu'il n'est pas au niveau des autres, qu'il est à part. Psychologiquement, pour un jeune qui doit faire sa place, c'est très complexe. Et l'article pose d'ailleurs cette question qui résume tout. L'amener pour finalement l'écarter des séances collectives, quel sens ça a? Et même les logiques qu'on a évoquées, le management, le pari médical, elles trouvent leurs limites. Dans le résultat? Dans le résultat concret, oui. Une stratégie, elle est bonne si elle fonctionne. Si l'objectif était de l'intégrer mais qu'il se sent frustré, c'est raté. Si c'était de le soigner mais qu'il ne peut toujours pas jouer, c'est raté aussi. C'est raté aussi. C'est peut-être ça que veut dire la source par logique difficile à comprendre. Pas qu'il n'y en a aucune, mais que les risques semblaient bien supérieurs aux bénéfices. Surtout pour un simple match amical. Alors, si on essaie de synthétiser, on est face à quoi? On a une décision d'un coach qui paraît illogique, de prime abord. Oui. Mais en creusant un peu, on peut y voir une tentative de gestion humaine ou un pari médical un peu audacieux. C'est ça. On a une tension entre deux visions. D'un côté, celle du manager qui pense au futur, à la cohésion, qui veut montrer à un talent qu'il est important. Une vision presque paternelle. Et de l'autre? De l'autre, la vision pragmatique, centrée sur l'immédiat et le bien-être du joueur. Un athlète en reprise, il est sans doute plus efficace en restant dans le cadre de son club pour se soigner. Plutôt que de faire un long voyage pour un résultat sportif nul. Voilà. Ce qui nous ramène à la question centrale finalement. Convoquer un joueur qui n'est pas à 100%, est-ce une preuve de confiance ou une prise de risque mal calculée? Et cette question, elle en ouvre une autre, beaucoup plus large. Ça dépasse le cas d'Hassane Diao. Ah oui? Ça touche à un conflit fondamental du foot moderne, la relation entre les clubs et les sélections. Quelle est la responsabilité d'une sélection envers la carrière, la santé d'un joueur, qui est, il faut le rappeler, l'employé et l'actif principal de son club? C'est un excellent point. Le club le paie, investit sur lui, gère sa santé au quotidien, et pendant quelques jours, il doit le prêter à une sélection qui a ses propres objectifs à court terme. Précisément. Où est la frontière? Est-ce que l'ambition nationale, même pour un amical, peut primer sur la feuille de route d'un club qui a planifié une rééducation? Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot. Ce cas illustre parfaitement cette zone grise. C'est un arbitrage constant entre l'honneur national et la gestion d'une carrière. Et c'est peut-être ça, la vraie complexité qui se cache derrière cet aller-retour inutile.